Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous êtes sûr d'être bien informés dans le ZCL News jusqu'à 14h avec Naïla. Bonjour. Bonjour. On va recevoir aujourd'hui M. Franck Abar, Association des parents d'élèves vigilants. Bonjour. Bonjour. On parlera bien évidemment d'éducation, de la grève des enseignants et qui continue aujourd'hui puisque le mot d'ordre a été relancé. On va recevoir un peu plus tard Jean-Claude Bourguinus qui est un conteur, puisque comme d'habitude, chaque année, on les compte, il viendra nous en parler. Jocelyne Boucaud sera aussi avec nous pour sa chronique Coco Isabuco et Martine Fazer à la fin de l'édition. Sinon, l'actualité, elle est toujours sociale, Naïla. Tout à fait, toujours sociale. Le mouvement de grève à Bémaro fait des remous. Hier soir, on a eu effectivement quelques désagréments au niveau du commissariat de police municipal de Bémaro où 6 véhicules ont été incendiés. C'est aussi la visite du président Harry Chalus au niveau du CREPS, où la fin des travaux pour la piste d'athlétisme qui justement devra permettre aux sportifs de haut niveau de pouvoir faire une préparation pour les Jeux Olympiques 2024. C'est aussi le chantier, les visites de chantier au niveau du département. Josette Bourrel-Lincertin s'est donc rendu à la ville de Saint-François pour une visite des divers chantiers en cours. Et très important, la signature d'un partenariat entre le CHU de Pointe-à-Pitre et l'Institut Gustave Roussy, leader européen dans la lutte contre le cancer en Europe. Et bien entendu, la ville de Trois-Rivières compte une nouvelle centenaire. Voilà, merci Naïla qu'on m'a retrouvé tout à l'heure pour le développement des titres de l'information. Et vous l'a dit, hier soir à Bémaro, ça sentait le brûler. Effectivement, il y a eu quelques incidents. Une fois de plus, des véhicules ont été brûlés, incendiés derrière la police. Pour l'instant, on ne sait pas l'origine. Ce qu'on peut rappeler quand même, c'est que hier, à cette heure-là, on apprenait l'arrestation de 6 syndicalistes dont 5 ont été mis n'ont pas été mis en garde à vue, bien sûr, mais ils sont en liberté surveillée, on peut dire comme ça, puisque leur procès, ils seront délivrés dans le tribunal au mois de juin. Et donc, pour l'instant, la situation est toujours la même à Bémaro, puisque les parents se plaignent du fait que leurs élèves et leurs enfants ne sont pas en classe depuis le mois de décembre, 5 décembre exactement. Il y a eu beaucoup de pertes à ce niveau-là. Les syndicalistes disent que c'est de la faute de la mairie renvoie la balle aux syndicalistes. Bref, on est toujours dans la même situation. Monsieur Franck Abar, vous êtes président de l'association des parents d'élèves vigilants. D'abord, sur Bémaro, quelle est votre position ? Notre position sur Bémaro, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer comme ça dans le même contexte. Il faut que la mairie et que les grévistes trouvent un terrain d'entente pour pouvoir que ça s'arrête. Nous, on est parents d'élèves, on ne peut pas dire plus que ça. Donc on reste dans notre rôle de parents d'élèves. Oui. On ne peut pas dire qui a raison, qui a tort, on ne peut pas de parti. On n'a pas de politique chez nous. Mais le problème, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que raison garder, tout un chacun prenne leur responsabilité et que devant les enfants, il faut que ça s'arrête. Parce que je disais, depuis décembre, 5 décembre, il y a eu beaucoup de pertes chez les enfants. Il y a énormément de pertes, il y a eu du dégoût, il y a du décrochage, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas aussi motivés que le jour de la rentrée. Donc maintenant, il faut trouver une solution à cette affaire-là. Oui. En tant que parent, simplement, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner des leçons à personne. Hein. Oui. La fédération ne prend pas position clairement sur ça, c'est simplement... Notre position à nous, c'est qu'on est parents d'élèves, on souhaite que les élèves retournent à l'école. Oui. Retournent à l'école ou reprennent nos cours. On a vu des parents d'élèves qui se sont manifestés avant hier à Bémaro. Il y a eu un défilé de parents d'élèves qui étaient très mécontents. Ce n'étaient pas des parents d'élèves de votre association, j'imagine. Oui, on est un peu mêlés dans tout. On a des parents d'élèves à Bémaro, à Petit-Beau, enfin un peu partout. Le problème, c'est que les parents d'élèves qu'on a chez nous ne sont pas des manifestants, des professionnels dans ce genre de choses. Ils sont là, mais ils sont dégoûtés. Et le problème, c'est que maintenant, ils ont envie d'aller chercher les gens. Oui. Ils ont envie de faire des choses parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Vous savez, quand on est habitué à faire des manifestations, on sait comment s'organiser, mais ils ne sont pas organisés, eux. Et ils veulent aller chercher les responsables, ils veulent aller chercher les gens, ils veulent aller à la mairie, ils veulent faire plein de choses, parce qu'ils ne peuvent plus tenir dans ce contexte. Moi, j'ai fait une réunion avec eux vendredi, un peu discrètement, parce que nous, on n'est pas là pour pouvoir mettre de l'huile sur le feu, et ils m'ont dit, monsieur, on va aller chercher les gens. Je dis non, avant d'aller chercher les gens, on vous demande des réunions un peu à tout le monde, et moi, je suis en train de faire le tour du terrain un peu pour pouvoir trouver une solution à cette affaire-là. Parce que pour une fois dans ma vie, les syndicalistes ont raison. Ils ont raison parce que trop c'est trop. La parole donnée n'est pas respectée, trop c'est trop.
d'habitude, je ne prends jamais parti, hein, mais là, j'ai pris un petit peu le parti des syndicalistes, des professeurs et des grévistes un peu dans la rue, parce que trop, c'est trop. La mairie n'appartient à personne. Hein. Et si quelqu'un à la mairie ne peut pas assumer une responsabilité, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Hein. Donc maintenant, il faut changer de vitesse maintenant. Il faut que les parents d'élèves soient écoutés. Il faut que les élèves ne soient pas pris en otage. Parce qu'ils n'ont rien demandé, les élèves. Hein. Ouais. Avec la retraite, avec tout ce qui se passe maintenant, les élèves n'ont rien demandé. La seule chose qu'ils veulent maintenant, c'est aller retrouver le lieu de classe pour pouvoir être un élève. On ne peut pas demander à un élève de pouvoir régler le problème d'un adulte. Mais alors, les syndicats, notamment le SPEG, depuis hier, a lancé un mot de grève pour protester contre la situation globale de l'école, manque d'ouvrage, manque de professeurs qui sont absents, qui ne sont pas remplacés, 72 postes qui vont être supprimés à la rentrée, etc., etc. Je peux donner toute la liste. Quelle est votre position sur cette affaire, cette situation de l'école qu'on dit qui se dégrade réellement? L'institution scolaire en Guadeloupe se dégrade. L'école se dégrade énormément. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé la situation de parents d'élèves, c'est pas comme ça. Maintenant, on constate un léger dégradement par rapport à la situation, et le problème c'est que personne ne fait rien. Le problème, c'est que personne ne bouge. Au début, il y avait peut-être 30 élèves dans une classe, c'est normal. Maintenant, on réduit les professeurs, maintenant, pour toujours avoir 30 élèves dans la même classe. Non, je vous dis, pour une fois, je le dis à contre-cœur peut-être, mais ils ont raison. Ils ont raison de pouvoir se manifester, et ça me fait un peu de peine que les autres n'entendent pas qu'ils ont raison. Quelqu'un a raison, il faut pas. La situation n'est pas pour rien. Moi, je suis sur le terrain tout le temps. Ça m'arrive d'avoir peur quand je suis avec mes parents d'élèves, parce qu'il y a des gens qui veulent faire des bêtises, qui veulent passer à l'offensif, ça, c'est intenable maintenant, c'est intenable. Au début, quand je parlais aux parents d'élèves, ils m'écoutaient à doigt et à l'œil. Maintenant, pour parler aux parents d'élèves, je suis obligé de me répéter 2-3 fois. Parce que ça ne peut pas durer comme ça ne peut plus tenir. Parce qu'il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes, j'ai envie de dire matériels. Il y a de l'eau, il manque d'eau dans certaines écoles. Il y a des rats dans beaucoup d'écoles. Oui, les conditions sanitaires ne sont pas respectées. Quelquefois, les maîtres sont absents et on prend 3 semaines pour remplacer un enseignant parce que c'est la règle, etc. Oui, etc. Vous avez rencontré le recteur ? Non, je ne l'ai pas rencontré encore. Vous ne souhaitez pas le rencontrer? Si, tout à fait. Je vais d'ailleurs le rencontrer parce que moi, à Petit-Bourg, je me suis Toulouse, mon président de section à Petit-Bourg qui m'a fait des remontées. Je n'oserais même pas dire ce qu'il m'a dit à la télé parce que c'est pas possible. Moi, je veux faire un tour de terrain parce que, le problème, c'est que ça ne se fait pas. Tout le monde parle de beaucoup de choses, mais ça ne se fait pas. Moi, je vais commencer à prendre mes responsabilités et à faire un tour d'établissement pour vraiment lister les problèmes d'établissement. J'ai mes présidents de section qui me remontent des informations. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Monsieur Thierry Toulouse, au collège de Félicité à Petit-Bourg, m'a fait des remontées par rapport à la situation du collège. Il faut que j'aille voir ça. Il faut que j'aille sur place. Ça ne s'est jamais fait, donc c'est pas évident de voir un président d'association passer faire des tournées comme un préfet. Mais je vais le faire. Je vais commencer à faire le tour des établissements, demander l'autorisation au chef d'établissement, bien sûr, avec les différentes instances. Mais je vais commencer à venir faire le tour des établissements et à commencer à lister des choses. Parce que moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Sincèrement parlant, en 5-6 ans, la situation s'est vraiment dégradée en Guadeloupe. Et il y a des gens qui laissent faire. Pourquoi, pour quel intérêt, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je ne peux pas laisser une situation comme ça se propager parce que mes membres aussi me demandent des comptes. Parce que les syndicats que nous avons reçus d'une manière générale disent que, avec le recteur, il n'y a pratiquement pas de dialogue en ce moment. Hier, il y avait une réunion, mais enfin, avant hier, ça n'a rien donné. Et du coup, de l'autre côté, il y a des politiques, parce que les parents d'élèves sont des électeurs. Il y aura bientôt des élections au mois de mars prochain. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, du point de vue des politiques, il n'y a pas quelque chose à faire à leur dire? Parce que oui, non, mais, des politiques mais mes parents d'élèves me disent qu'on est allé chercher. Oui. On est allé chercher, et le problème, c'est que quand on n'est pas organisé et qu'on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait peut-être mal. Alors, moi, j'ai dit tout le temps aux parents d'élèves, non. Moi, le recteur, je ne l'ai jamais rencontré, donc je ne peux pas me positionner par rapport à ça. Oui. Mais je vais lui demander audience et je vais le rencontrer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent des choses, mais
ça pollue le débat. Parce que le problème, c'est qu'ils disent des choses, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Et nous, on essaie de faire des choses par rapport à ça, mais on est une association. Et on est affilié à aucune fédération. On ne fait partie d'aucune fédération. On est nous et nous. D'accord? Et c'est pas ça la difficulté pour vous, parce que j'ai reçu il y a 2 jours le président d'une autre association qui me disait se sentait un petit peu seul comme association et qu'il n'y avait pas à côté d'autres associations qui répondaient présent. Non, c'est une façon de faire. Nous, à Bainbridge, moi je suis administrateur à Bainbridge, j'ai mon collègue au niveau de la FAPEG, M. Noël, ne pas le citer, on a pris un livre avec le proviseur. On travaille tout à fait bien à Bainbridge, parce que moi je suis sorti premier à Bainbridge, donc peut-être que ça me donne une espèce d'aura. À Bainbridge, M. Noël et moi-même et les autres, on va rencontrer M. le proviseur d'Artron et pour faire un point avec lui, parce qu'il y a eu un blocage des élèves de Providence qui sont venus à Bainbridge lundi, et le proviseur a tout de suite réuni les élèves avec la CVL pour pouvoir trouver une solution à cette affaire-là. Ils ont reporté automatiquement les 3 C. D'accord? Donc maintenant, il faut qu'on se parle. Il n'y a pas d'élection en cours maintenant pour les parents d'élèves, donc il n'y a pas de souci. Moi, si le président de l'association, la fédération FAPEC veut me rencontrer, ou alors la CPE, ou peu importe, non, il n'y a pas de problème. Nous, on est une grosse association maintenant, et on peut dire qu'on n'est pas là pour pouvoir tout le temps venir faire la star à la télévision, ou alors non, on n'a rien à vendre, rien à acheter. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on se parle maintenant. Il faut qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir vraiment lister les choses. Parce que, comme je vous dis encore, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de confrontation entre nous. Nous, on a prouvé ce qu'on était capable de faire. On est sorti premier dans 11 établissements en Guadeloupe, donc il fallait quand même le faire. Et nous, on a une certaine légitimité pour pouvoir parler au nom de certains parents. Si ceux qui veulent venir nous chercher pour parler, pour faire des réunions, tout, je suis disponible. Moi, je suis le terrain tout le temps. Tout le temps, je suis le terrain parce que c'est une espèce de vocation, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a 2 ans que je devais nous voir. C'est une espèce de vocation chez moi. Je suis le terrain pour pouvoir parler avec les parents. Je suis tout le temps avec eux. On essaie de trouver des solutions au quotidien, mais c'est pas parce que je trouve une solution qu'un parent, parce qu'on a une banque alimentaire chez nous, on a un conseil des sages, que je trouve une solution qu'un parent, que je vais le dire tout de suite. Donc, alors, il y a un autre problème qui se pose, c'est que beaucoup d'enseignants disent aujourd'hui que précisément les parents ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire qu'on prend les réunions de parents d'élèves, souvent les parents des élèves en difficulté ne viennent pas aux réunions conseils de classe, etc. Les parents ne suivent pas leurs enfants, les parents considèrent que des poules à guettim dans l'école là, mettent là que des bouillées y veille, et résultat des courses, l'enfant n'a pas le suivi nécessaire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai posé la question à M. Gédéon, je vous la pose aujourd'hui, il ne faudrait pas, j'ai envie de dire, former les parents? Non. L'association de parents d'élèves, son rôle, c'est d'accompagner les parents. Oui. Depuis longtemps, ça fonctionne comme ça. Et pour cause, parce que ceux qui étaient là avant moi n'ont pas fait le travail. Oui. Maintenant, quand j'ai des parents dans un établissement, ça fonctionne beaucoup mieux, parce qu'on va là où il faut aller. Donc, quand on est administrateur d'un établissement, parce qu'on est au conseil d'administration, on fait notre rôle de parent d'élèves au conseil d'administration et on accompagne nos parents qui sont dans l'établissement. Il ne faut pas dire que ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut le faire fonctionner. Les 2 fédérations qui étaient là avant moi, le travail n'a pas été fait comme il devait être fait. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait le travail comme il devait être fait. Donc, c'est pour ça que des parents sont un peu dégoûtés. Les parents ne connaissent pas le rôle de parents d'élèves dans l'établissement scolaire, ils ne savent pas peut-être. Nous, quand ils viennent chez nous, on fait des formations tout le temps, hein, on se parle entre nous, il n'y a pas de, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de chef chez nous. Celui qui sait apporte l'information. Quand un parent vient chez nous, on explique aux parents c'est quoi un conseil de classe, c'est quoi un parent délégué, c'est quoi on fait une seule formation et le parent se trouve intéressé. Ça n'a pas été fait au début. Parce que le parent était considéré comme la 6e roue du carrosse avant. Le parent venait, c'était pour les élections, c'était pour les cotisations, c'est électeurs et tout. Maintenant chez nous, tout parent chez nous a droit à la parole. Les parents s'expriment et je vous dis, il n'y a pas de chef chez nous. Je suis peut-être le président, mais il n'y a pas de chef chez nous. Celui qui a quelque chose à dire le dit. Et si un parent a une idée, on exploite. Un petit beau, par exemple, avec M. Toulouse, qui est président de section donc tête de liste de section sur Collège Félix Eboué, ils ont créé le café des parents. Donc chaque établissement a une petite idée, donc ils mettent en place dans leur établissement respectif ce qui doit être fait pour améliorer les conditions des élèves. Parce que moi, en tant que président, je ne peux pas gérer Petit-Bourg, ni Goyave, ni Bémao. C'est le président de section, Madame Lobo, qui organise sa section. Et moi, ils me font pas, je valide ou pas. Donc quand je valide, ils font fonctionner. Mais un parent d'élève, c'est pas une roue secours. Hein. Oui.
Oui, mais le parent a un rôle à jouer dans l'éducation. Mais il ne sait pas. Le parent éduque son enfant à ses possibilités, mais quand on ne sait pas quelque chose, on ne peut pas le faire. Oui. Donc les parents d'élèves sont informés chez nous et sont suivis. Quand un parent d'élève rentre chez nous, donc nous on n'accepte pas n'importe qui chez nous. Hein. Un parent d'élève rentre chez nous, il faut avoir une éthique, il faut avoir une tenue, il faut avoir un parent d'élève qui veut venir chez nous pour pouvoir faire un petit tour. Non. On accepte les parents d'élèves qui apportent quelque chose à l'école. D'accord ? Qui apportent quelque chose à l'école. Alors l'autre problématique importante de l'école aujourd'hui, et ça intéresse aussi les parents, c'est le contenu même des programmes. Parce que un syndicaliste que nous avons reçu toujours nous disait que, par exemple, sur la question du créole à l'école aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés à enseigner le créole. On ne sait pas dans quel établissement les écoles sont en bilingue ou ne le sont pas. Le recteur ne tient pas réellement cette politique-là. Et alors que le créole a été instauré dans les établissements scolaires il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, on a le sentiment qu'il est en recul aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites ? C'est nos associations à faire le travail. C'est-à-dire que le recteur, il fait son travail de recteur dans son rectorat, mais c'est nous, associations de parents d'élèves, qui devons prendre les choses en main. C'est-à-dire que si on constate que, par exemple, le créole a une difficulté à être enseigné dans les écoles, c'est nous, parents d'élèves, qui devons signaler et faire les remontées. Votre syndicat, votre association a pris position sur cette question déjà ? Non, on n'a pas position parce que chaque fois qu'on a un problème, on le traite. On ne va pas chercher les problèmes parce que les problèmes dans les établissements scolaires, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup, beaucoup. Si un parent d'élève nous fait la remontée, ou alors maintenant que vous me dites ça, je vais en réunion parler avec les parents d'élèves et pouvoir demander l'audience au recteur. Je n'ai jamais vu le recteur, donc je l'ai vu, mais en off. Mais je n'ai jamais souhaité le rencontrer. Non, vous savez, monsieur Sandrine, sur le terrain, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est quand même oui, je vais le rencontrer, mais vous savez que chaque fois que je crois que je vais m'arrêter dans quelque chose, ça redémarre dans quelque chose d'autre. Le recteur, on va le rencontrer. Et je pense que si je demande l'audience au recteur, en tant que président de l'association, il va me rencontrer. Les syndicats, vous avez rencontré les syndicats enseignants non plus ? Non plus. Je suis sur le terrain, je vais les rencontrer parce que ils peuvent me rencontrer s'ils veulent. Hein. Ils savent qu'on existe. La première association quand même de Guadeloupe, s'ils veulent nous rencontrer, moi je suis ouvert à tout le monde, d'accord ? Mais je suis ouvert à tout le monde. S'ils veulent me rencontrer, je suis disponible. Maintenant, je constate qu'il faut que je fasse le travail qui n'a jamais été fait avant. Ouais. Ça n'a jamais été fait avant. Une association de parents d'élèves fédérale, ça n'a jamais. On va le faire parce qu'il faut qu'on le fasse maintenant. Ouais. Mais ça n'a jamais été fait avant. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent, qui ne sont pas résolus. Par exemple, on me signale que souvent, les enfants qui commencent les cours à 7h du matin, ils n'ont rien mangé avant. Et quelquefois, la cantine ne fonctionne pas. Et ces enfants-là, à partir de 9h, comme on dit, ils ont faim, ils n'ont pas même coûté à mettre là. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a chez nous une banque alimentaire. On essaie de fournir au maximum. Mais la parole donnée n'est pas respectée. Moi, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir un véhicule, pour pouvoir faire certaines distributions. Il y a Carrefour qui m'appelle. Je n'ai pas de véhicule pour pouvoir faire le travail. D'accord ? Donc, s'il fallait donner à tous les enfants de la Guadeloupe, des écoles de la Guadeloupe, les 60 et quelques lycées, les 24... pas tous là où ça... Non, mais on en a... Chaque fois quand tu arrives en DLV, en date limite de vente, on nous le donne à nous parce qu'on a l'agrément d'utilité publique, contrairement à certains qui n'en ont pas. Oui. Donc, ça veut dire que je peux m'organiser pour fournir des petits déjeuners à beaucoup d'établissements en Guadeloupe. Oui. Je n'ai pas les moyens logistiques et la parole donnée n'est jamais respectée. On me dit oui. Je monte tous les dossiers possibles et imaginables. Chaque fois, on me fait toujours la même chose. Donc, si on me permet de faire les choses, je ferai les choses. Le problème, c'est que on est au courant que les enfants arrivent sans petit déjeuner. Il y a des parents qui sont en difficulté. Oui. Il y a des parents qui le 12, du 15 du mois, ils n'ont pas d'argent. Oui. Nous, on a la possibilité d'avoir, on a une banque alimentation, on a la possibilité de donner aux parents d'élèves des produits petit déjeuner, tout espèce de produits sauf l'alcool. Oui. On n'a pas les moyens de le faire. Moi, j'ai pleuré pour la région, par exemple. Chaque fois, on me tourne en rond. Pourquoi ? Je ne sais pas. Quel intérêt ? Je ne sais pas. Je suis un des seuls à pouvoir faire la banque alimentaire fonctionner en Guadeloupe au niveau des écoles. On me met des bâtons dans les roues. Pourquoi ? Je ne sais pas. Chaque fois, j'ai vu tout le monde. On me tourne en rond. À bout d'un moment, c'est fatigant. Mais entre-temps, je fais d'autres choses. Parce que moi, je n'ai pas choisi l'établissement scolaire parce que c'est vraiment un métier ingrat. Hein. C'est vraiment difficile parce que les parents d'élèves, c'est pas ça qu'il y a de plus fidèle. Hein. C'est vraiment difficile.
difficile. Mais quand on a la possibilité de faire quelque chose, moi j'ai toujours voulu aider les gens. Même quand j'étais chef d'entreprise dans l'insertion, j'ai une vocation pour aider les gens. On me met des bâtons dans les roues à des niveaux, et le temps de me rendre compte que j'ai des bâtons dans les roues, j'arrive pas à faire ce que j'ai à faire. Alors, un dernier problème qui se pose, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous savez qu'il y a maintenant les 3C, oui, tout à fait. le bac. Oui. Et dans certains établissements scolaires, les enfants n'ont pas reçu les ouvrages. La région a distribué dans certains lycées, dans d'autres lycées, les ouvrages n'ont pas été distribués. C'est encore un problème, oui. Encore un problème. Et c'est pour ça que je vous dis franchement, je vais prendre mon baptême pèlerin pour faire le tour des établissements. C'est pas normal qu'en fin janvier 2020, les enfants n'ont pas encore reçu. C'est pas normal. Mais le problème, c'est que pourquoi personne ne le dit, pourquoi personne ne... C'est un travail à faire. Il faut qu'on dénonce certaines choses. C'est le syndicat enseignant. Les syndicats dénoncent, oui. C'est pour ça que je dis, pour une fois, je suis d'accord avec les syndicats d'enseignants. Oui. C'est pas normal, M. Sandonis, comme en fin janvier 2020, que les élèves n'ont pas reçu le manuel. Donc, en tant qu'association d'élèves, on fera le tour et on va lister des choses et on va faire ce qu'il y a à faire dans notre niveau. Alors, j'ai l'impression, monsieur, tu as une question? Non, mais c'est vraiment la fin. C'est que j'ai cru comprendre que vous avez mis en place un système pour accompagner les étudiants, les élèves, pour quand il y aura des évaluations, les fameuses contrôles continus, devoir se déplacer. Si j'ai bien compris, j'ai vu passer le VTC Pass. Qu'est-ce que c'est? Oui, on est en relation avec beaucoup de partenaires. On a beaucoup de partenaires qui nous suivent et c'est pour ça que je vous dis franchement, je ne peux pas vous donner l'association du jour au lendemain. Donc il y a le système de VTC qui ont mis à disposition leurs moyens. C'est-à-dire qu'ils me disent que quand il y a un problème, monsieur Abba, contactez-nous. Ils ont fait passer le bac à certains élèves au niveau de l'académie et ils sont là à disposition de l'association gratuitement. S'il faut prendre quelqu'un de Pointe Noire, par exemple, je veux passer une épreuve quelque part, je n'ai qu'à les appeler. Et l'élève à disposition. Ils mettent à disposition de façon faciliter les élèves. Nous, tous ceux qui facilitent un élève dans la vie de l'élève, on est là pour ça. Mais on a tellement de travail à faire. Je me demande, mais est-ce qu'il n'y avait rien avant nous? C'est pas possible. On est arrivé quelque part et on se rend compte qu'il y a tellement de choses à faire dans l'académie, mais le rôle de parent d'élève, on n'est ni professeur, ni recteur, on est parent d'élève et on défend les parents d'élèves. En tout cas, merci d'être venu et à vous entendre, vous allez avoir beaucoup de travail ces jours-ci. Mais j'aime ça, j'aime ce que je fais et de voir des élèves 5-6 ans après, parce que ça fait, on a commencé en 2012, qui me rencontrent dans la rue, qui me remercient. Moi, c'est mon salaire. C'est mon salaire. Ben, merci M. Abaron d'être venu, les 2h56 minutes. Naïla, la suite? Oui, on va prendre une pause publicitaire et on remercie les téléspectateurs et auditeurs d'RHT Guadeloupe et bien entendu de la C10FM de nous suivre. Et après la pause publicitaire, nous allons recevoir Coco et Abricots, la chronique de Jocelyne Bouconampri et bien entendu le prochain invité, M. Porinus, qui va nous conter Cavigny-Grand. À tout à l'heure. Voilà, à 13h31, on revient sur le plateau du ZCL et cette fois-ci pour retrouver la Jocelyne pour sa rubrique Coco et Abricots. C'est parti, générique. Coco et Abricots, décrypteur de tendance. Jocelyne, bonjour. Bonjour Danick, bonjour téléspectateurs de Canal 10, aux auditeurs de la C10 FM et ceux de RHT bien sûr. Qu'est-ce qu'on va décrypter aujourd'hui? Aujourd'hui on va décrypter un mouvement, on pourrait dire un mouvement, on pourrait dire même aussi une éthique, parce qu'il y a toute une histoire, une éthique morale derrière et tout, qui est le véganisme. Bah oui, ça m'a interpellée. C'est pas un parti politique, non? Non. Mais ça peut, parce que franchement, avec les tournures que ça prend ces derniers temps, on peut dire que c'est proche de l'écologie, mais c'est vraiment extrême. D'accord. Pour certains, je ne veux pas stigmatiser non plus. Donc le véganisme, on peut dire, c'est la contraction, ça vient de l'anglais, véganisme, et c'est une contraction entre végétarien, végétarien en anglais. Ouais. Donc ils ont retiré le E-T-A-R-I du milieu et ils ont raccourci, c'est vraiment une syncope, vegan. Vegan. Voilà. Donc on peut parler de mouvement végétarien
végétarien, la première fois qu'on a pu voir apparaître ce mot, c'était en 1838 dans le journal d'une actrice, une grande comédienne, Fanny Campbell. C'était le journal d'une résidence dans une plantation de Georgia, et là elle parlait vraiment du mouvement de manger des légumes, du mouvement végétarien. Et le mot vegan même a fait son apparition en 1944 sous l'impulsion de Donald Watson. Donc il avait fait vegan, cette contraction en retirant voilà quoi, et il était le cofondateur de la Vegan Society, c'est voilà quoi, et qui est devenu Vegan Society après que la Vegetarian Society ait refusé leur idée, parce qu'ils refusaient de consommer le lait et les œufs. Donc voilà, c'est pour ça, on peut dire que c'est en 1944 qu'a vu paraître le mot vegan avec la Vegan Society. Donc qu'est-ce qu'être vegan déjà? Donc beaucoup de personnes vont dire qu'est-ce que c'est, mais vegan, c'est un végétarien plus, on pourrait dire. Donc ça veut dire qu'il ne mange pas de produits, des choses de la production animalière, on pourrait dire les œufs, du lait. Il ne mange pas de viande, il ne mange pas de poisson, il ne mange pas d'œufs, il ne mange pas de miel non plus, parce que c'est fait de la production. Il ne mange même pas de miel. Du tout. Bah alors il mange quoi? Il mange que des légumes qui ne sont pas associés aux animaux. Et il ne consomme, c'est-à-dire qu'il ne s'habille pas non plus avec le produit, c'est-à-dire la laine. Il ne porte pas de laine, tout est synthétique. Même en hiver. Voilà, ils vont porter des matières synthétiques, ils vont pas porter du cuir. Leurs chaussures ne seront pas en cuir, ce sera du plastique. S'ils vont se maquiller, c'est avec des produits qui sont testés, qui ne sont pas testés sur les animaux et qui n'ont pas de cire, qui n'ont pas de matière de l'homme, même le parfum. De perruque non plus. Ben, c'est pas avec, je pense pas. Si on considère que la femme est un animal, je ne vous suis pas du tout. Excusez-moi. Non, je ne m'attendais pas à celle-là. Alors, on continue. Donc, ils font tout ce qui est chez eux, tout ce qui est animal et exploitation animale, c'est exclu. Voilà. Ce qui est pire en plus, c'est qu'ils proscrivent tout ce qui est les loisirs oui, qui intègrent l'exploitation des animaux, c'est-à-dire le cirque, ils n'y vont pas. L'aquarium, ils n'y vont pas. L'équitation, non, parce qu'on exploite vraiment. Et là, je vais intégrer un autre mot, c'est l'antispécisme. Oui. L'antispécisme, c'est-à-dire c'est le fait qu'aucune race ou n'a de priorité par rapport à une autre. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'animal souffre si on le maltraite, qu'il a une âme, etc., et que l'homme n'a pas le droit d'exploiter les animaux. Donc il n'y a aucune exploitation de l'homme, déjà de l'homme par l'homme, bon, ce serait quelque chose de normal, mais là de l'homme sur les animaux. Et ça, c'est l'antispécisme, c'est l'antiracisme envers les animaux. Voilà, donc ils pratiquent ça, donc pour eux, c'est à proscrire. Et il y en a même d'autres qui vont encore plus loin, et c'est au niveau de la sexualité. Ils ont le truc qu'on appelle ça le VG, j'ai oublié le terme, qui est assez intéressant, où vraiment on ne doit pas aller ou se marier avec quelqu'un d'autre qui consomme de la viande là. Voilà, c'est intéressant, c'est le végésexualisme. Voilà, le végésexualisme, c'est-à-dire qu'on ne va avec personne qui consomme de la viande, c'est-à-dire qu'on doit rester entre nous. Mais ça c'est vraiment les mouvements, c'est extrême, pur et dur du véganisme. Voilà. Mais on a vu en 2018 quelques mouvements extrêmes chez les véganes quand ils ont vandalisé les boucheries en France et en Suisse. Ils ont aussi détruit certaines poissonneries. Donc pour eux, leur communication, ils ont deux formes de communication, parce que pour faire entendre les choses, pour eux, c'est très important. Donc c'est soit d'aller à la violence avec ce genre de choses, ou bien soit aussi faire poster des images assez crues et difficiles sur le net. Donc c'est vraiment les deux canaux de communication importants. J'imagine qu'ils ne jouent pas le tiercé, ces gens non plus. Non, je pense pas.
Non, c'est de l'exploitation de l'animal, donc ils ne vont pas jouer au tiercé. Donc du tout. Donc voilà, et on peut dire que aussi ils ont 2 grands temps forts. Ils ont le, qu'on appelle ça, le vegan place qui est dans plusieurs villes en France, où vraiment là où se réunissent, il y a certains restaurateurs, certains traiteurs, il y a des personnes qui viennent parler du mode de vie vegan, et il y a aussi la marche pour la fermeture des abattoirs. Donc ça s'est fait à Paris, mais pas que. Il y a aussi d'autres endroits dans le monde entier, c'est les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, où vraiment ils font cette marche pour pouvoir fermer les boucheries, fermer les abattoirs, etc. Donc vraiment, c'est pour ça qu'ils sont pour des gens qui mangent que des légumes, ils sont très extrémistes, ils sont très... Des fois, ils peuvent être très violents. Je ne vais pas stigmatiser, mais des fois, ils peuvent être très violents pour faire entendre leur message. Donc, et quand même, ça a servi parce que le fait d'avoir mis des vidéos sur le net, le 20 novembre 2015, ils ont sorti une loi, mais ça c'est en Wallonie, où on parle de la maltraitance des animaux, qu'il est important de ne pas les maltraiter, qu'il n'y ait pas de stress. Voilà, donc voilà ce que je voulais parler des véganes, sachant qu'il y a il y a aussi le flexitarisme. Le flexitarisme, c'est quelqu'un qui est vegan quand il veut et qui mange de la viande quand il veut, surtout quand, voilà, donc ça c'est des gens un peu plus, voilà, au restaurant, chez les amis, il y a le flexitarisme. Bon, j'ai parlé des végis. Les végis, ça regroupe les végétariens, les végétaliens et les véganes, donc ça c'est pas mal aussi. Et il y a aussi les abolitionnistes. Le mouvement dur, ce sont les abolitionnistes, c'est-à-dire qu'ils veulent abolir vraiment l'exploitation des animaux. Et entre eux, ils se combattent avec les véganes qui sont welfaristes. Les welfaristes, c'est-à-dire qu'ils sont pour le bien-être des animaux, c'est-à-dire qu'ils vont laisser les animaux tranquilles, tant qu'ils sont assurés qu'ils sont bien traités. Donc voilà, ça c'est le welfariste. Il faut savoir aussi les incongruités. Dernièrement, il y a une marque qui a sorti de l'aliment vegan pour les chats. C'est terrible. Donc, il y a des choses comme ça. Non, mais j'ai envie de vous dire quelque chose qui est un petit peu choquant, mais je le dis quand même. Oui. Parce que ces gens-là, s'ils étaient en Guadeloupe, ils ne parleraient pas le créole. Pourquoi? Parce que quand en créole, on dit pas on fait l'amour avec une femme, on dit on mange une femme. Ah, Seigneur Dieu. Mais non, mais comme c'est eux, la femme n'est pas un animal, donc je pense que ils seraient d'accord. Non, mais ils seraient d'accord avec. Ça veut dire que là, comme eux, c'est vraiment l'antiracisme envers les animaux. Entre humains, ils s'en foutent. Donc, si on mange une femme, ben là, il faudrait voir avec eux. Je sais pas. Il faudrait voir avec eux. Par contre, en revenant en Guadeloupe, on a quelques restaurants véganes. Alors justement, est-ce qu'on peut manger vegan en Guadeloupe? Ah ben, à Pointe-à-Pitre, il y en a pas mal. Il y a Délices Nature qu'on peut retrouver à Runel-Armstrong. Il y a le Charbel qui est à la rue Schulcher, et il y a le Manger Zayan qui est à la rue Vatable. Donc là, on peut dire que c'est vraiment vegan. Par contre aussi, il y a aussi à Sainte-Anne, il y a le bar à soupe qu'on voit sur la route de le chemin. Mais attends, le bar à soupe, alors c'est de la soupe uniquement? Non, c'est de la soupe, des frites de patates douces, il y a du jus, il y a de tout comme ça, non? Non, c'est bar à soupe. Mais non, mais le bar à soupe, c'est pas ta bœuf. Oui, ça veut dire qu'ils ont une spécificité végane. Ça veut dire qu'on peut trouver tout, mais ils ont le vegan. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut dire qu'avant, on fait notre salade de concombre le dimanche, c'est du vegan. On fait notre salade de tomates avec les laitues, avec quelques ignames et compagnie, on est déjà vegan. Oui. Donc là, c'est vrai que c'est un mouvement qui est plus imaginez, Jocelyne, ils sont en train de faire un repas. Une fourmi tombe dans le repas. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas le manger. C'est un insecte parce qu'on mange pas d'insectes, on mange pas de miel. Donc, non, tout ce qui est animal, on n'y touche pas. Même les insectes, d'accord. Voilà. Et donc, moi, je pense que c'était intéressant d'en parler parce que les gens, des fois, confondent végétarien, végétalien et vegan. Il y a une différence. Alors, le vegan est extrême. Du point de vue médical, quand même, quelqu'un qui est vegan, pour qu'il puisse tenir la position, comment il doit... il doit vraiment avoir des aliments vraiment complets parce qu'il peut avoir des carences en vitamine B12. Oui. Et comme la carence en vitamine B12 entraîne de l'anémie gravidique, à la longue, ça peut aller vers le Parkinson, vers l'Alzheimer. Donc, c'est très important pour qu'il puisse vraiment vraiment chercher des compléments alimentaires pour pouvoir compenser. Donc, c'est vrai qu'il consomme du quinoa, des noix, mais il faut vraiment compenser parce que normalement, on doit avoir quand même de la viande. Quand on consomme des noix, on est vegan. Non, pas que.
Non, je vous vois venir. On consomme les légumes, les fruits. Mais les doigts. Oh mon Dieu, Martine. Et où chaque honnête vous plaît. Oui, mon Dieu, non. Quand on consomme, soyons sérieux un peu, tout ce qui est fruits secs, tout ce qui est des fois, vous qui avez consommé noix pas dedans. Ça va être. On est vegan, on rit beaucoup. Quand on est vegan, on rit beaucoup. Jocelyne, elle n'a pas dit ça. Là, nous sommes totalement dans les prochains. Ah non, mais là, c'est bon. Là, ça va aller. Voilà. Non, c'est bien d'être vegan. Bon, d'accord. Non, mais c'est bien. C'est-à-dire, je respecte les personnes qui le sont parce que, franchement, parce que eux, en plus, en plus, ce sont des locavores. C'est-à-dire qu'ils disent de consommer local, ce qui est déjà bien. De plus, ils le font par éthique, c'est-à-dire qu'en ce qu'ils croient, ils croient aux animaux, donc c'est bien, je le respecte. Bien, merci Jocelyne. Plaisir. Avec les véganes. Oui. Locavore, hein? Oui, locavore. D'accord. Quand on est locavore, on consomme quoi? Local. Elle le fait exprès. Non, elle le fait exprès. Non, mais local. Martine, elle le fait exprès. Bon, 13h43, on va être sérieux. Bonjour Martine. Bonjour Danick, bonjour à tous, oui, bonjour à toute l'équipe et puis bonjour au fan club, bonjour également à tous ceux qui sont auditeurs, téléspectateurs. Oui. Et à tous vos fans surtout. Et à mes fans parce que il y en a pas mal. J'en rencontre maintenant de plus en plus et ils se dévoilent. Oui. Ah, ils se dévoilent maintenant. Oui, je vais arrêter en lien les yo. Non mais arrêtons tout de suite. Yo pas arrêter en lien les yo, yo pas ni voilà si tête à yo. Se dévoiler, ça veut dire regardez qui mouille. Ah d'accord, voilà. Bon d'accord. D'accord. Générique, c'est parti avec Martine. Ouh là là, mais je vois rien avec ça. Voilà, bonjour Martine. Bonjour Danick, bonjour à tout le monde. J'ai des lunettes qui ne sont pas les miennes, je vais les enlever parce que je ne vois rien. Donc j'ai oublié les lunettes dans le sac à main. Alors vous m'excuserez si vous me voyez cligner des yeux, c'est pas parce que je fais des petits clins d'œil à Danick. Ça se pourrait, on est mal parti. Oui. Donc on va essayer de grossir le caractère de ce que j'ai à vous dire et puis ça devrait se faire comme ça. Alors tout ça pour vous dire quand même une première chose, c'est que je vous dis bien bonjour. Voilà, c'était pas fait. Bonjour à Naïla, bonjour à Danick. Naïla, tu veux me prêter tes lunettes? T'en as pas besoin là? Si, tu veux. Voilà, mais il va falloir que ce soit toi qui me les emmène. Elles sont dans le sac à main, les lunettes, elles sont pas très loin, mais comme quoi, hein, on est vraiment. Ça se fait en direct, changement de lunettes. Et ça va mieux là avec les lunettes Naïla? Écoute, déjà j'ai des lunettes dorées, donc forcément c'est. Ça va mieux? La classe. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il pas top. Bon, pas avoir, il y a un veille, mais bon. Non, je sais pas ce que c'est comme lunettes, mais bon, c'est trop. Je suis presbyte, moi. Sinon, il faut que tu regardes en haut, en bas. Il faut regarder. C'est ce que je lui ai dit, regardez en alors bas. on va faire comme ça. Oui, il faut regarder en bas. On va se débrouiller et on va faire comme ça de temps en temps. En tout cas, première chose, si jamais l'artiste me regarde, ce n'est pas de ma faute. Ça fait la deuxième fois que j'envoie la vidéo d'une exposition qui est celle de Christian Sabas. J'ai pas vu. Et que je n'ai toujours pas, et je l'ai envoyé, et j'ai appelé ce matin, mais voilà, la vidéo n'est pas là. Tu ne l'as pas envoyée. Voilà. Parce que c'est moi qui t'ai mis le truc. Voilà. Bon, alors on va passer on va rappeler juste une ou deux photos pour montrer deux œuvres de ce qu'a fait Monsieur Sabas, et puis on essaiera de vraiment passer cette vidéo la prochaine fois. Sinon, je vais vous donner quelques petites infos. Aujourd'hui, j'étais pas très prolixe. Je n'ai pas préparé grand-chose parce que je voulais vraiment donner du temps à cette vidéo qui est très sympa. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Alors, petit clin d'œil, je vais vous parler de quelque chose qui va être intéressant pour vous, c'est que figurez-vous qu'un certain nombre de musées aujourd'hui dans le monde ont décidé de mettre à la disposition du public gracieusement les photos d'œuvres d'art maintenant qui sont disponibles. Et ça se fait de plus en plus. Un premier musée l'a réalisé et maintenant des grands musées tels que le Metropolitan Museum à New York, des musées de Paris, des grands musées ont décidé de vraiment offrir des photos. Plus de 400 000 photos au total aujourd'hui sont libres de droit sur les sites de ces différents musées. Alors, exemple, je vous ai parlé du Metropolitan Museum à New York. Oui. Donc là, je vais commencer à cligner des yeux.
Et puis, je vous donnerai le Paul Getty Museum également. Par exemple, cette œuvre d'art, qui est une œuvre de Manet, eh bien, est en téléchargement libre. Ça veut dire que si tu es journaliste, si tu fais de la photo, si tu es illustrateur, si tu veux tout simplement illustrer un certain nombre de documents sur lesquels tu travailles, eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de demander des droits sur ces photos, ni de les payer. On peut sur certains musées maintenant, et ils sont de plus en plus nombreux, à offrir donc des œuvres. Alors cette œuvre-là, elle n'est pas gratuite, c'est celle de Christian Sabas, mais en tout cas la première œuvre que on vous a montrée, c'est une œuvre qui fait partie d'une de ces nombreuses collections qui sont maintenant libres de droit parce qu'elles sont passées dans ce qu'on appelle le pot commun, je vais le dire comme ça. Et ces œuvres, vous pouvez donc les télécharger. Mais ce ne sont pas seulement des photos qui sont disponibles. Il y a aussi maintenant de la musique, il y a des films, il y a également des mangas. Donc toutes ces œuvres qui étaient souvent à télécharger avec des droits et des règlements à faire, maintenant sont disponibles très librement. Alors la condition, bien sûr, il y en a une. C'est la première, c'est de citer à chaque fois que vous utilisez la photo ou l'œuvre, de citer le musée qui vous l'a mis à disposition, puisque même la mairie de Paris aujourd'hui, au travers de son musée, a mis à disposition de nombreuses photos qui sont téléchargeables. Donc il faut simplement citer l'origine de la photo, donc la source, comme toujours bien sûr, mais vous pouvez l'utiliser de manière permanente, même pour faire, si vous avez envie, peut-être des tasses, des mugs, etc., en citant la source de ces lieux. Alors il y a une autre petit inconvénient, si on veut le dire comme ça, c'est que ces 400 000 images de peinture, très exactement, en tout cas actuellement, qui sont de qualité, de haute qualité, hein, on ne nous livre pas en plus des choses qui sont de basse qualité, qui vont pixeliser, des photographies qui sont accessibles à tout le monde. Eh bien, il faut savoir également que la petite contrainte, c'est d'aller les chercher. Parce que quand vous allez sur le site internet de ces différents musées, tels que le Metropolitan Museum of New York, eh bien, il faut fouiller. Alors, toutes ces photos sont codées. Alors, elles ont un petit code en bas des photos qui sont accessibles. Après, c'est toute une technique pour les trouver. Hein, c'est bien sûr, je suis en train de chercher. Voilà. Eh bien, attendez, je vais vous donner le petit code qu'il faut absolument trouver au bas de chaque photo. Je crois que c'est le OASC, libre accès de contenu pour érudits. Ça s'appelle le OASC. OASC, d'accord. Voilà. Il faut que sous la photo ou l'image ou le film, donc là en l'occurrence on parle plutôt de photos de musées, donc ce sont des œuvres d'art la plupart du temps, que vous ayez ce petit code qui vous signale que cette photo-là elle est libre de droit et que vous pouvez y accéder sans aucune autorisation particulière. Donc là, la photo d'Édouard Manet, c'est une œuvre que nous venons de voir. Et puis, je voulais vous donner d'autres. Je vous ai parlé du Getty Museum, qui lui aussi offre des photos maintenant librement. Mais il y a aussi le musée de Paris. Il y a, je crois même, je pourrais éventuellement sur ma page Facebook vous mettre l'ensemble des musées qui aujourd'hui sont plus d'une dizaine, qui mettent à disposition gratuitement des photos. Donc, on peut vraiment en télécharger un maximum. Ça, c'était le petit clin d'œil que je voulais vous faire, en sachant que nous sommes toujours tous à la recherche d'images pour illustrer nos propos et qu'aujourd'hui, des belles photos d'œuvres rares, bien sûr, ça n'empêche pas d'aller dans les musées, voir les œuvres elles-mêmes. Ça ne le remplacera jamais, mais parfois, pour une illustration, cela peut être sympathique. Au niveau agenda, eh bien, je voulais juste vous revenir sur les cafés artistiques qu'a lancé maintenant depuis quelque temps l'hôtel Awarak. Il y a encore quelques semaines, il y avait B-Bird, donc alias, je connais tellement mieux son nom d'artiste, street artiste, que le nom d'artiste ne me revient pas tout de suite, mais bon, ça va revenir dans quelques instants. En tout cas, B-Bird, j'avais été voir son exposition magnifique avec vraiment des œuvres exceptionnelles. Et bien là, vous avez une exposition qui a commencé le 16 janvier dernier, qui est celle de François Piquet. François Piquet, qu'on connaît comme étant un afficheur dans le sens où il fait énormément de collages. Il a vraiment navigué sur la Guadeloupe avec ses collages un petit peu partout sur les vieilles maisons et les vieilles cases. Donc un peu un street artiste aussi, mais surtout des œuvres
œuvres qui sont des sculptures monumentales, voilà, en qu'on va métal. retrouver aussi maintenant un peu partout en Guadeloupe, ces sculptures monumentales où ces premières œuvres étaient beaucoup de récupération de l'ancien site de Darboussier lorsque le site a été démantelé. Et puis aujourd'hui, donc, il nous livre une exposition qui s'appelle Fuckras et qui se trouve actuellement, qui a commencé le 16 janvier dernier et que vous pouvez admirer pendant plusieurs semaines à l'hôtel Arawak, donc dans la salle qui se trouve face au restaurant au rez-de-chaussée. Donc exposition d'art, l'exposition a débuté le 16, je vous l'ai dit, donc avec le vernissage, et cette exposition est visible plusieurs mois. Encore un petit coucou que je voulais faire à une artiste avec laquelle j'ai travaillé et qui aujourd'hui sera, je crois, à l'Archipel. Nathalie Kouali, ça te dit quelque chose? Oui, c'est une comédienne qui va jouer la pièce Désirada de Maryse Condé. Exactement. Bon, ben, il vous a tout dit. Alors, j'espère qu'elle regardera cette émission, en tout cas dans son entourage, parce que j'ai été, on va dire, directrice artistique un court temps pour Nathalie Kouali à l'époque où elle faisait un one-woman show qu'elle avait fait tourner en Guadeloupe. Oui, elle était venue déjà. Elle est venue en Guadeloupe déjà plusieurs fois. Elle a joué dans plusieurs pièces en Guadeloupe, mais elle avait fait aussi une lecture pour, à l'époque, Jacques Martial, avec Jacques Martial. C'est pas Jean-Michel Martial, pardon. Avec Jean-Michel Feu, Jean-Michel Martial. Et puis une pièce hilarante qu'elle avait, c'était un one-woman show où Nathalie Péchaud. À l'époque, elle pêchait et elle était à la recherche cette pièce, en tout cas hilarante. C'était vraiment une comédie burlesque où elle était à la recherche de sa moitié. Et donc c'est une petite pièce qui avait bien fonctionné, qui était très drôle, et elle était dans un autre registre que celui qu'elle nous propose ici, avec Désirata, donc tiré d'une œuvre de Maryse Condé, et qui est l'histoire même de Maryse Condé. D'ailleurs, je voudrais, et je l'avais noté quelque part, je voudrais vous lire, si j'arrive à le lire, ce que Maryse Condé elle-même dit de cette pièce, de son histoire et de sa vie, si j'arrive à le retrouver. Mais en tout cas, Nathalie est une comédienne excellente, et il faut savoir que Nathalie Kouali a été avant tout mannequin. C'est une très très belle femme à tout point de vue, avec des yeux, vous avez pu remarquer sur la photo, d'un joli bleu, mais elle a eu une carrière de mannequin avant de se tourner vers la comédie où elle excelle aussi. Donc je lui souhaite bon vent et j'espère que ça sera l'occasion de la revoir au travers de cette pièce. Est-ce que je dis à quel moment cela se jouait? C'est ce week-end. C'est ce week-end, c'est le samedi 15 oui. À l'Archipel. Donc voilà, et puis un dernier petit coucou, celui donc à Simone Schwarzbart, qui reste encore parmi nous, je vous l'ai dit, donc au MACT, hors les murs, avec toute une série qui lui est consacrée. Et ce week-end, il y a une lecture qui est faite avec elle à l'Archipel. Donc je ne détaille pas trop, puisque c'est 3 mois de Maryse Condé, de Simone Schwarzbart, au travers d'un certain nombre d'œuvres qui vont être revisitées, des lectures, des rencontres, des échanges. Je reviendrai sur une prochaine date, puisque je dois la rencontrer, et on en parlera à ce moment-là. Merci. Voilà pour un agenda rapide. Et Naïla, la suite de l'information avant de terminer, il est 13h55 déjà. Effectivement, on va regarder un reportage de la visite de Josette Borel-Lincertin sur la ville de Saint-François. Il faut savoir qu'elle s'est rendue sur différents chantiers en cours sur le territoire, notamment un des chantiers très en vue, très écologique, qui est le projet de piste cyclable bidirectionnelle qui est réalisé par le conseil départemental pour servir tout ce qui part de la Pointe des Châteaux, qui est, il faut le savoir, le site touristique le plus visité de la Guadeloupe, avec une fréquentation très importante, sur une longueur de 8,6 km. Reportage Olivier Félix. Ici, nous sommes sur la route de Pointe des Châteaux. C'est le lieu qui est très fréquenté par les cyclistes et qui est aussi très accidentogène. Donc depuis quelque temps, nous alertons les autorités, et notamment la présidente a bien entendu, et s'est engagée aussi là à apporter une amélioration pour permettre aux cyclistes de faire leur activité en toute sécurité. Donc c'est ainsi que voilà, aujourd'hui nous regardons sur le plan, et très rapidement, je crois que ça va s'engager sur une véritable piste cyclable qui pourrait porter, je dirais, une réponse aux cyclistes qui vont à la Pointe des Châteaux. Nous avions envisagé depuis à peu près 2014-2015 la construction d'une piste cyclable. La réflexion a
nous a amené aujourd'hui à présenter quelque chose qui mérite encore certainement d'autres réflexions, puisque nous sommes accompagnés de clubs cyclistes. Donc aujourd'hui, nous allons envisager les 6 km en partant de l'aérodrome pour pouvoir aller jusqu'à mi-chemin, je dirais, le plus loin possible, 6,5 km de pistes cyclables. Mais je crois que la réflexion, nous continuons à mener la réflexion, parce que c'est à la fois prisé par des cyclistes du dimanche, ceux qui pratiquent le cyclisme pour être en forme, mais il y a aussi les professionnels, je dirais, entre guillemets, du cyclisme, c'est-à-dire ceux qui sont des compétiteurs durant toute l'année. Donc voir un peu comment faire la cohabitation entre ces usagers de la route, donc de cette piste dite cyclable. Et nous allons faire un point santé. Comme je vous l'ai dit en préambule, le CHU de la Guadeloupe signe une convention de partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, qui est le premier centre de lutte contre le cancer d'Europe. Cette association vise à mettre en expertise, les forces en expertise, et surtout pouvoir soigner en plus près, en proximité, les Guadeloupéens. C'était un partenariat qui a été scellé par une convention, mais il faut le savoir que cette association, avant cette signature, était déjà installée. Reportage tout de suite. L'intérêt de la convention, c'est d'abord pour les patients. Ça permet de coordonner les parcours de soins des patients, de sécuriser ces parcours. Nous avons, comme dans tous les hôpitaux de France et de la Navarre, un certain nombre de patients atteints de cancer que nous prenons en charge localement. Là, l'idée, c'est de s'appuyer sur un centre qui fait référence, l'Institut Gustave Roussy, qui est le premier centre pour la prise en charge du cancer en Europe. Et c'est de s'appuyer sur ce centre pour offrir les meilleures chances de guérison à nos patients guadeloupéens. Cette convention de collaboration entre Gustave Roussy et le CHU de Guadeloupe, c'est la poursuite de la rencontre entre deux établissements d'excellence. Le CHU de Guadeloupe, c'est l'établissement de référence pour la Guadeloupe, l'établissement sanitaire de référence pour la Guadeloupe. Et Gustave Roussy, c'est tout simplement le premier centre de lutte contre le cancer en Europe et l'un des 5 plus grands centres mondiaux en matière de prise en charge du cancer. Il y a la prise en charge qui se fait ici, mais avoir l'expertise de Gustave Roussy pour un certain nombre de prises en charge sur des cas rares, sur des cas un peu compliqués, dans le cadre de ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire que nous ferons par voie, entre guillemets, de télémédecine, de téléconférence, avoir l'expertise de ces médecins qui font référence dans le monde pour pouvoir offrir les meilleures chances de guérison à nos patients. Nous avons souhaité, par le biais de cette convention de collaboration, renforcer encore ce qui existe et proposer de nouvelles modalités de collaboration pour que demain, avec l'ouverture du nouvel hôpital du CHU de Guadeloupe, eh bien, nous puissions ensemble proposer la meilleure réponse pour les patients guadeloupéens atteints de pathologies cancérologiques. Alors, communiqué de presse de la ville de Baie-Mahault, c'est réouverture des établissements scolaires de la ville. Donc, Mme Polifont informe la population et particulièrement les parents d'élèves de l'ouverture des établissements scolaires, maternels et élémentaires le jeudi 23 janvier aux horaires habituels, à savoir que la restauration ne sera pas assurée jusqu'à nouvel ordre. Et on n'aura pas le temps de vous passer le sujet, mais on tient quand même à féliciter Madame Ronier Géraldine, qui est la centenaire de la ville de Trois-Rivières. Elle était entourée par sa famille et notamment par la collectivité et les membres de la ville pour effectivement souffler sa 100e bougie. Voilà. C'est fini. Oui. C'est fini. Il est exactement 14 heures. On a reçu Franck Abar, Association des parents d'élèves vigilants. Et il a promis d'aller sur le terrain désormais pour savoir ce qui se passe. Jean-Claude Porinus, compteur. Jocelyne, bien sûr, beaucoup n'en prient pour le véganisme, et c'est important désormais. Après ce qu'on a vu hier sur le jeûne. Sans te couper, beaucoup de gens réagissent sur les réseaux en disant qu'eux, ils font saigner leur viande avant. Ah, il y a vraiment des herbivores, carnivores, il y a vraiment des échanges. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui soi-disant, égoutent. On enlève le sang de la viande, mais oui. Même quand on enlève le sang, on n'enlève pas tout. Hein. Et Martine, bien sûr, a fait son show habituel sur la culture. Et on va rappeler que demain, j'ai donné un rendez-vous demain dans l'émission de Naïla, on pourra je les montre, hein. S'ils ont peur, regardez, il y a franchement, plein de passes pour regardez, alors,
jeudi, à partir de 16h, vous pourrez appeler pour pouvoir effectivement l'association en bon fosse. Parce que c'est vrai que le conte, on se le rappelle, commence à disparaître. Et il y a des gens qui commencent à donner du ballon pour que nos enfants, la culture, hein, on parle de culture, tradition, bras sec. De l'open. Coco. Des boulons font là. Et capitaine derrière la pote. Hein? Des boulons font là. Non, mais Fouille à peine. et capitaine derrière la pote. Non, je dis avant. Non, capitaine derrière la pote. Zong. Embalier. Gendarme en bas de l'eau. Ah, c'est pas ça armé. C'est pas ça armé. Non. Nas. Oui, Nas, mais oui. Je suis ni Wani Ren, je fais trembler le monde. La grenade. Bon, ça c'est des trucs qu'on connaissait. Mais il y a aussi, je suis ni Wani Ren, mais on me lèche le derrière. Elle a trouvé, c'est le thème. De moins en moins quand même. De moins en moins. Bon, il boute là, voilà, nos amis Zébris et Daniel étaient à la réalisation. Et comme toujours, on termine toujours en beauté et en musique et en chanson et en rire et en sourire. On a bien ri avec Jocelyne aujourd'hui. Oui, apparemment les gens ont bien apprécié en disant que c'était vraiment une bouffée d'air frais. Voilà, c'est comme ça. Merci Jocelyne quand même de nous rafraîchir avec la Avec plaisir. Bon.